Nous allons commencer avec le premier point, donc l'introduction générale. Et j'aimerais demander à tous les orateurs de bien respecter le timing prévu. Question d'aller être prêt à temps pour aller manger ou boire un café. Le premier orateur, de eerste spreker, c'est le professeur Eric Constant, qui est psychiatre, directeur médical à la clinique Notre-Dame des Anges à Liège et qui est aussi professeur invité en psychiatrie à la faculté de médecine de l'UCL et de l'ULG. Merci. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Donc, je vais vous parler effectivement de l'usage rationnel des antipsychotiques et d'une introduction générale. Je vais vous montrer les questions qu'on m'a demandé spécialement de traiter. Voici mes conflits d'intérêts. Je suis intervenu comme orateur pour plusieurs firmes pharmaceutiques. Je ne détiens aucune action dans ces firmes. Les questions qui m'étaient posées étaient les suivantes. Premièrement, quelles sont les propriétés pharmacologiques des antipsychotiques typiques et atypiques? Est-ce qu'il y a des différences pertinentes entre les antipsychotiques atypiques en particulier? Et quels sont les principaux groupes d'effets secondaires qui ont une pertinence clinique? Commençons par les propriétés pharmacologiques, si vous le voulez bien. Étymologiquement, neuroleptique, ça veut dire qui calme les nerfs. Et antipsychotiques, ces médicaments ont été conçus initialement pour les troubles psychotiques, comme leur nom leur dit, même si les extensions se sont faites par la suite. On peut classer ces molécules par leur structure chimique, et comme vous le savez, il y a plusieurs classes chimiques, je n'y viendrai pas aujourd'hui dans le détail, je n'ai pas le temps, mais aussi par leur effet clinique, et actuellement on fait surtout une distinction entre les typiques et les atypiques. Dans les typiques, on parle des incisifs et des sédatifs. Incisifs, donc pour lutter contre les délires, les hallucinations, l'activité productrice, ou alors ils sont sédatifs. Leur principale propriété, c'est d'être antagonisme des récepteurs dopaminergiques D2. J'ai l'habitude de dire en boutade qu'en 50 ans de recherche ou plus, on n'a pas trouvé moyen de traiter les psychoses et en particulier la schizophrénie sans bloquer les récepteurs D2, un peu, beaucoup, à la passion, peu importe, mais on n'a pas trouvé moyen de faire autrement que de bloquer ces récepteurs dopaminergiques D2. Et on se trouve d'emblée de jeu devant un problème de taille, c'est qu'on nous dit que dans la schizophrénie, qui est quand même le trouble important des troubles psychotiques, à la fois, il y aurait trop de dopamine au niveau mésolimbique, la voie B, ici au centre du cerveau, alors qu'il y en a trop peu, il y en aurait trop peu au niveau mésocortical, donc au niveau ici frontal. C'est peut-être dit de manière un peu simple, c'est revisité à l'heure actuelle, mais en tout cas, il y aurait un problème de balance dans la répartition des voies dopaminergiques au niveau du cerveau. Ça, c'est quand même une idée qui est communément admise. Donc, comment va-t-on faire pour traiter les patients? Puisqu'on voit que si on va bloquer les récepteurs D2, ce qu'il faudrait faire pour les délires, les hallucinations, on va aggraver les symptômes négatifs, bien entendu, et ça va être tout le problème. Ça va être tout le problème des premières générations d'antipsychotiques. Je vous rappelle d'ailleurs que dès que les premières générations sont apparues dans les années 50, ça a été une révolution, notamment dans les institutions psychiatriques, puisqu'on a vu, c'est ça. Des auteurs se sont amusés à enregistrer le bruit quand on s'approchait des hôpitaux psychiatriques, avant l'ère des neuroleptiques et après. Les patients ne criaient plus, ne hurlaient plus, n'étaient plus agités, mais ils étaient légumifiés puisque, évidemment, on renforçait les symptômes négatifs. Et puis, alors, il y a des choses peut-être surprenantes. Nous venons de vivre 2 ans de Covid qui nous apprennent des choses intéressantes quand même. On a évoqué que certaines molécules, la chlorpromazine en particulier, peut-être seraient intéressantes pour combattre l'infection de la Covid-19. Une des observations qui avait été faite, c'était à Paris, à Sainte-Anne, où on a vu qu'il y avait quand même nettement moins de patients hospitalisés qui étaient atteints par la maladie que de membres du personnel qui pourtant partageaient leur quotidien. Et c'est un peu apparu de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette voie-là? On avait déjà une idée de ça dans des épidémies antérieures en 2002-2012,
qui avait montré que la chlorpromazine, in vitro déjà, pourrait avoir une efficacité sur les coronavirus. Et on sait que la chlorpromazine est un inhibiteur de l'entrée du virus dans les cellules. Donc voilà, c'est une découverte un peu fortuite comme ça, mais donc qui mérite d'être investiguée par la suite. Alors, si on en vient au corps du sujet, commençons par les antipsychotiques typiques, si vous le voulez bien. On disait, ce sont surtout des bloqueurs D2, donc ils vont aller prendre la place sur les récepteurs postsynaptiques à la place de la dopamine pour essayer de lutter contre les délires et les hallucinations. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est envers aller bloquer quelque part la dopamine au niveau de la voie mésolimbique ici, pour diminuer les symptômes positifs. Mais il y a un prix à payer, et ce prix à payer, il est énorme, évidemment. C'est qu'on va aller aussi bloquer la dopamine dans les autres voies du cerveau où il y a de la dopamine. La voie nigrostriée, la voie qui intéresse la motricité, eh bien là, on va avoir des effets extrapyramidaux, notamment, qui vont résulter de ce blocage de dopamine. Au niveau de la voie mésocorticale, où on avait dit qu'il y avait déjà trop peu de dopamine dans la schizophrénie, ben, si vous bloquez le peu de dopamine qu'il y a, ben, vous aggravez les symptômes négatifs, bien entendu. Et au-delà de but not least, il y a une autre voie, la voie tubéro-infundibulaire, la voie 4 ici. Si vous la bloquez, vous augmentez les taux de prolactine avec le cortège des signes que l'on connaît, galactorée, gynécomastie, perturbation de la vie sexuelle, de la libido, et j'en passe. Donc le prix à payer, il est lourd. Alors je ne suis pas neurologue, je suis psychiatre, mais on doit quand même passer un peu en revue ces effets neurologiques puisqu'ils sont significatifs dans la pratique clinique et c'est ce qui m'est demandé. Commençons par l'acathysie. L'acathysie, c'est ce besoin du patient de bouger constamment, de faire les 100 pas. C'est le patient qui, dans le cabinet du médecin, ne tient pas en place, doit se lever, se rasseoir, etc. Le piège, c'est quoi? C'est qu'on se dit, ce patient, il ne va pas bien. Ce patient, il ne va pas bien. S'il bouge comme ça, il est peut-être halluciné, il est peut-être en décompensation psychotique. Je vais augmenter le neuroleptique. Et ce faisant, on aggrave évidemment son acathysie, parce que c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait peut-être le diminuer, ce neuroleptique, bien entendu. C'est un effet dose dépendant, et le traitement, ce serait surtout la diminution de dose, voire ajouter des benzos, des bêta-bloquants pour essayer de calmer un petit peu les choses. Un autre effet neurologique, ce sont les dystonies, ces mouvements involontaires de groupes musculaires avec protrusion de la langue, torticolis, trismus, crise oculogire, les globes oculaires qui sont révulsés vers le haut, constriction laryngée, pharyngée, ça donne quoi? Ça donne de la dysarthrie, ça donne des troubles de la déglutition et avec des risques de fausse déglutition chez les patients qui sont fortement imprégnés. Le traitement, ce serait bien sûr d'essayer de réduire la dose du neuroleptique, puisque ça veut dire que les voies dopaminergiques sont trop bloquées, et ou de mettre un correcteur, ce qu'on appelle un correcteur anticholinergique, puisque vous savez qu'au niveau des voies de la motricité, il y a toujours cette balance entre dopamine et acétylcholine. Si vous avez mis un peu trop de neuroleptique, vous avez un peu bloqué trop les voies dopaminergiques, vous pouvez essayer de les bloquer un peu moins pour établir la balance, ou bien vous attaquez aussi les voies un peu cholinergiques pour que la balance soit rétablie. Le parkinsonisme avec ce trépied de bradykinésie, de rigidité et de tremblement, et les neurologues dans la salle diraient, serait bien à la place de moi, attention, un tremblement bilatéral s'il vous plaît, dans ce cas-ci. Ralentissement émotionnel et cognitif, ralentissement de l'activité de la pensée, c'est dose dépendant, et le traitement, c'est un peu la même chose, on essaye de diminuer la dose de neuroleptique et où on donne des correcteurs anticholinergiques. Et puis alors il y a cet effet redoutable que nous craignons tous de ces patients qui développent des dyskinésies tardives à long terme, qui parfois ont reçu de fortes doses de neuroleptiques, mais parfois chez des gens très sensibles qui n'en ont reçu que pendant très peu de temps et qui développent ces dyskinésies tardives. En fait, un récepteur, c'est assez simple. Quand il est bloqué, il essaye de se défendre. Et comment est-ce qu'il peut se défendre? Il se multiplie ou il augmente son affinité. C'est toujours à peu près la même chose. Et ça peut donner ces dyskinésies tardives, ces mouvements répétés involontaires qui affectent les muscles surtout du visage, péribucaux, buccaux, avec parfois de l'acathysie tardive, parfois de la dystonie tardive.
Un collègue me demandait de voir sa maman, qui recevait du déanxite depuis longtemps, qui aimait beaucoup le déanxite d'ailleurs, mais qui de temps en temps commençait à sortir la langue, comme un serpent, de temps en temps avait un petit rabbit syndrome, comme ça, les choses étaient en train de se mettre en place. D'accord ? C'est plus fréquent avec les neuroleptiques typiques qu'avec les atypiques, comme vous pouvez le voir. Ça correspond avec une hypersensibilité des récepteurs D2, je le disais tout à l'heure, au niveau des noyaux gris centraux et encore d'autres mécanismes en cause. Quels sont les facteurs de risque ? Alors, parmi les facteurs de risque, j'attire votre attention sur certains d'entre eux. L'âge, ça augmente avec l'âge. Le sexe féminin, c'est un facteur de risque. Les pathologies. Recevoir un neuroleptique dans des pathologies de troubles de l'humeur, c'est plus à risque de dyskinésie tardive que de les recevoir dans les troubles psychotiques. D'accord ? Donc, dépression, unipolaire ou bipolaire. L'alcool, la cocaïne sensibilisent les voies dopaminergiques. Et puis ceux qui ont déjà des symptômes extrapyramidaux aigus lorsqu'on instaure l'antipsychotique, c'est un facteur de risque. Ça pourrait vouloir dire, tiens, que ces patients-là sont plus sensibles que d'autres. Et puis alors les fortes doses de neuroleptiques, l'association de neuroleptiques, certaines classes de neuroleptiques, la durée d'imprégnation, tout ça, ce sont des facteurs de risque de développer ces dyskinésies tardives. Et alors attention, parfois les molécules se cachent. J'avais une patiente comme ça qui vient à ma consultation la première fois parce qu'elle se mordait la langue et qu'elle avait une dysarthrie importante. Puis je me dis, mais cette patiente est neuroleptisée, c'est pas possible. Alors j'essaye de lui demander, elle était déprimée cette patiente, gentiment déprimée. Alors j'essaye, est-ce que vous n'avez pas eu de l'aldol, est-ce que vous n'avez pas eu du sulpiride, le fameux dogmatil, rien de tout ça. Et puis 2 jours après, sa fille me téléphone, elle me dit, mais docteur, on a oublié de vous demander, est-ce que vous pouvez prescrire la petite préparation que notre médecin traitant donne pour maman pour dormir le soir? Ah, je dis, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de l'aubépine, passiflore, on commence par tout ça, et puis il y avait évidemment le sulpiride qui se trouvait caché. Donc il faut être très attentif, c'est toujours la clinique qui gagne. Cette patiente avait bien des dyskinésies tardives, elle n'était absolument pas psychotique, elle avait simplement reçu un peu de sulpiride dans sa préparation pour dormir. Le traitement, c'est compliqué. Contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas arrêter toute neuroleptisation, c'est parfois encore pire. Pour la petite histoire, j'ai un patient dernièrement qui avait des dyskinésies tardives. Il a été mis sous des hautes doses de clozapine, il n'avait plus de dyskinésie tardive. Et puis on a dû lui arrêter ici dernièrement à Montlégia sa clozapine parce qu'il a fait une diminution de ses globules blancs vraiment importante. Les dyskinésies tardives sont réapparues, c'est un coup classique. Donc parfois on doit continuer de neuroleptiser, mais avec des molécules qui bloquent moins les récepteurs dopaminergiques des deux, voire la tétrabénazine, quand il y a des mouvements dystoniques, ça marche bien, la toxique botulinique, quand il y a des dyskinésies orofaciales, mais pas les anticholinergiques anti-parkinsoniens. Ce patient est revenu de Montlégia avec des anti-parkinsoniens. Non, ça ne marche pas, ça peut aggraver les des résultats contradictoires et dans les cas tout à fait sévères, la DBS, la Deep Brain Stimulation, peut être intéressante. Comme si ce n'était pas encore tout, ces neuroleptiques classiques ont d'autres effets secondaires que vous voyez peut-être très similaires aux premiers antidépresseurs, les tricycliques. On retrouve la même chose. Moi, je dis aux étudiants, une fois que vous les avez étudiés pour les tricycliques, vous les avez étudiés pour les neuroleptiques conventionnels. L'effet antihistaminergique, prise de poids, fatigue, antiadrénergique, alpha-1, chute de tension, vertige, fatigue, et antimuscarinique, constipation, sécheresse de bouche, vision trouble, fatigue et effet au niveau de la vie sexuelle, bien entendu. Ça, c'est pour les typiques. C'est quand même pas mal. Les atypiques, eux, eh bien, les atypiques, ce sont des molécules très bizarres au départ, et le coup de génie des atypiques, c'est d'avoir fait ceci. Si on se déporte au niveau frontal, dans la schizophrénie, on a dit tout à l'heure, il y aurait un manque de dopamine primaire. Figurez-vous que quand il y a de la sérotonine, ici en jaune, qui se promène au voisinage d'un neurone dopaminergique, qui lui libère de la dopamine, et qui se fixe au niveau de ce récepteur sérotoninergique présynaptique d'un neurone dopaminergique, il diminue encore la sécrétion de dopamine, il l'aggrave encore. Le coup de génie des neuroleptiques atypiques, c'est qu'ils ont une forte affinité pour ces récepteurs sérotoninergiques présynaptiques 5-HT2A. Et donc, ils vont bloquer le blocage de dopamine. Bloquer le blocage de dopamine égale faciliter leur largage
de dopamine. Et avoir un peu plus de dopamine au niveau frontal, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la cognition et c'est bon pour les symptômes négatifs. Donc les patients vont avoir un peu moins de symptômes négatifs. Mais si vous me suivez, je viens de vous dire que les antipsychotiques atypiques sont complètement des molécules schizophrènes. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est qu'à faible dose, ils entraînent la libération d'une substance, un neuromédiateur, la dopamine, qu'ils vont aller bloquer à plus forte dose, mais pas au niveau frontal. Ce blocage, on va le vouloir à plus forte dose, au niveau mésolimbique pour aller bloquer les voies dopaminergiques et avoir moins de délire hallucination. Donc à faible dose, on a un effet plutôt de libération de dopamine, et à plus forte dose, on va agir plutôt comme antagoniste aux voies des voies dopaminergiques au niveau mésolimbique. C'est ce qui est représenté ici. À faible dose, l'affinité est très forte pour les 5-HT2. Il va falloir monter les doses pour avoir une affinité au niveau dopaminergique et vous avez l'image en miroir pour les typiques. Vous n'aviez pas ça. Donc vous allez corriger un petit peu les effets parkinsoniens et autres qu'on a décrits avec les typiques de par cet antagonisme 5-HT2A au niveau de la voie nigrostriée par exemple. Donc, moins de symptômes négatifs, moins de symptômes cognitifs, vous améliorez les symptômes affectifs, moins de dyskinésie tardive, moins de PS, mais attention au syndrome métabolique, puisque là, vous aurez plus de problèmes. On y arrive de suite. Alors, vous savez qu'historiquement, ces atypiques sont nés avec la clozapine, avec le Leponex, mais qui a dû être retiré du marché. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des cas d'agranulocytose qui survenaient. Et puis, finalement, on l'a réintroduit parce que cette molécule semblait supérieure à tout le reste. On a l'habitude de dire les patients sous clozapine se suicident moins que les patients sous n'importe quoi d'autre. Et on sait que dans les schizophrénies résistantes, on est content de l'avoir. Mais avec des conditions strictes, contrôle régulier des globules blancs, de la formule sanguine, toutes les semaines, durant les 17 premières semaines, puis une fois par mois. Et le patient dont je vous parlais, sa psychiatre, a dit « Mais non, ça fait maintenant des années que vous prenez la clozapine, plus besoin d'avoir une prise de sang tous les mois. » Ben voilà, la leucopénie, la surinfection bronchique s'est passée. On peut prendre la clozapine pendant 20 ans, il faudra continuer de faire la prise de sang tous les mois, la 21e année. Indication actuelle, résistance à au moins 2 autres traitements neuroleptiques. Et puis alors, question qui m'était posée, est-ce que tous les atypiques sont les mêmes ? Ben non, ils ne sont pas les mêmes. On a des poires et des pommes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Imaginons, c'est une représentation de l'esprit, mais imaginons que ces molécules aient la même affinité pour les récepteurs D2. Ce n'est pas vrai, bien entendu, mais imaginons, mettons-les sur la même ligne pour les D2. C'est ce qui est fait ici. Quelle est leur affinité relative pour d'autres neurotransmetteurs ? Si vous prenez les pines, la clozapine, l'olanzapine, la kétiapine, vous verrez qu'elles ont une forte affinité pour les H1 et les M1. Donc vous allez d'abord aller bloquer les H1 à faible dose et les M1, et puis vous allez seulement bloquer la D2, et puis vous allez bloquer le reste. D'accord ? Donc vous aurez, avec ces molécules, de la sédation, de l'anxiolyse, et donc c'est ce dont vous allez parler toute la journée, l'indication dans le sommeil, etc. C'est un effet peut-être détourné qui vient de cela notamment, que ces molécules, vous allez avoir d'autres effets qui vont être recherchés que l'effet neuroleptique peut-être. Et puis si vous prenez les aunes, ça c'est pas vrai. Vous prenez la palipéridone, prenez la risperidone, vous voyez que vous avez nettement moins, par exemple, de blocage des voies histaminergiques H1 et M1. Regardez, le M1, affinité beaucoup moins forte. Donc des molécules qui seront moins sédatives, mais qui vont vous titiller plus vite les voies dopaminergiques. Donc vous aurez plus vite des extrapyramidaux quand vous montrez un peu les doses. Donc on a des poires et des pommes. C'est ce qui est représenté ici. Donc pour les troubles métaboliques, oui, vous voyez que les pines se trouvent dans le haut du panier. Et puis alors vous avez une molécule un peu particulière qui est l'Abilify. Quand il y a trop peu de dopamine, il stimule le système dopaminergique, c'est le cas au niveau frontal, et quand il y en a trop, il agit plutôt comme antagoniste, il bloque, il y a moins de symptômes positifs. Il y aurait moins de syndrome métabolique avec ces molécules aussi. Et enfin, pour terminer avec les autres complications, le syndrome malin, avec toute une symptomatologie que vous voyez qui est fortement inquiétante,
C'est moins fréquent avec les atypiques qu'avec les typiques. C'est une urgence non pas psychiatrique mais médicale, bien entendu. C'est pour les soins intensifs. Il faut refroidir le patient, mais sous benzo. L'électroconvulsivothérapie peut être utilisée chez les patients qui ne peuvent plus être neuroleptisés. L'augmentation de l'espace QT, il y a des facteurs de risque, l'agitation, la contention, les patients sous substance, etc., qui ont des troubles électrolytiques, on sait que ce n'est pas bon pour le QT. Toutes les molécules ne sont pas identiques à cet égard. Regardez, il y a des molécules plus à risque dans les typiques. Le DHB, c'est connu. Molécule qu'on n'utilisons plus maintenant, qui est retirée, mais le Meloril, si vous regardez le nombre de décès par allongement de l'espace QT sur Meloril, c'est impressionnant. Le barnétyl, des torsades de pointe. Parmi les atypiques, on est relativement sûr, sauf le Sertindol et l'aziprazidone, mais qui n'est pas remboursé en Belgique. Et je termine quand même, même si ce n'était pas demandé, mais vous allez en parler toute la journée, donc c'est vraiment important, par les indications de ces antipsychotiques. Qu'est-ce qu'on retrouve comme indication? Pour les typiques sédatifs, les troubles psychotiques, l'agitation psychotique. Pour les incisifs, les troubles psychotiques aigus, traitement d'entretien, épisode maniaque, état confusionnel, dans l'ordre de troubles mentaux organiques, les hyperkinésies, tic nerveux, Corey Huntington, Gilles de la Tourette, même si à l'heure actuelle, on va plus vers les atypiques dans cette indication. Et enfin, pour les atypiques, schizophrénie et autres troubles psychotiques, y compris lors du traitement d'entretien, toute une série de molécules. Schizophrénie en cas d'insuffisance ou d'intolérance, ça c'est pour la Sertindol, qui est deuxième ligne puisqu'il augmente l'espace QT. La clozapine, on l'a dit, c'est pour la schizophrénie résistante. Les épisodes maniaques aigus du trouble bipolaire, on trouve toute une série de molécules. Stabilisation d'épisodes maniaques aigus pour la ripiprazole. Épisode maniaque du trouble bipolaire en monothérapie ou en associé avec le lithium ou le valproate, c'est pour la kétiapine. Prévention de récidive du trouble bipolaire ou de l'épisode maniaque. Et aussi les épisodes dépressifs du trouble bipolaire, ça c'est seulement pour la kétiapine. Réaction extrapyramidale ou dyskinésie tardive, c'est la clozapine qui bloque moins les voies dopaminergiques. Symptômes psychotiques ou agressions dans les démences, risperidone. Certains troubles du comportement chez l'enfant et l'adolescent ou l'adulte avec retard mental et autisme, la risperidone toujours. Traitement d'augmentation du trouble dépressif unipolaire, c'est uniquement le Seroquel XR. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé. Je vous demanderai de rester encore un instant ici pour des questions éventuelles pour le moment. Donc, we hebben nu 10 minuten voorzien om vragen te stellen, nog 3 minuten. En eerst en vooral zou ik willen zeggen dat de juryleden altijd voorrang krijgen. En als er nog tijd over is, quand les membres du jury auront posé leurs questions, le public aussi aura la possibilité de le faire. Maar dan zou ik ook vragen dat degene die een vraag stelt zich kenbaar maakt, zijn naam zegt en ook eventueel de organisatie of de situatie waarin hij werkt of zij werkt. Voilà, dan ga ik het eerst... ja, collega. Micro. Oui, Lamia Guetta, neurologue. La photosensibilité par bottemps chez les patients traités par antipsychotiques, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est aussi un problème. Donc il y a aussi beaucoup d'autres effets secondaires que je n'ai pas évoqués qui peuvent intervenir, comme la photosensibilité. Il y a des phénomènes aussi allergiques et bien entendu qui peuvent survenir chez eux. Des phénomènes gastro-intestinaux également. Donc il y a aussi toute une série d'effets secondaires qui dépendent plus de certains antipsychotiques que d'autres, dont la photosensibilité fait partie aussi. Et que penses-tu de la comorbidité épilepsie, troubles psychotiques et de l'indication de traitement antipsychotique qui peut éventuellement diminuer le seuil épileptogène? Oui. C'est évidemment une question difficile parce que ça dépend très fort des molécules de nouveau. On sait bien qu'une des molécules les plus épileptogènes, c'est la clozapine. Et certains disent d'ailleurs que ce n'est peut-être pas
par hasard si la clozapine est peut-être plus efficace que les autres, puisque c'est une des substances les plus épileptogènes. Or, dans les cas aussi résistants, notamment de schizophrénie, la sismothérapie, précisément, fonctionne bien, qui est l'induction d'une crise épileptogène. Et d'ailleurs, il y a toute une littérature intéressante sur l'association de clozapine avec de sismothérapie. La sismothérapie aurait encore des effets plus bénéfiques lorsque les patients sont sous clozapine que sous d'autres neuroleptiques pour cet effet pro-épileptogène. Bien entendu, s'il y a des antécédents, là, il faut être prudent avec les autres molécules également, voire à ce moment-là les placer sous anti-épileptiques. Ce qu'on parfois on fait d'ailleurs dans d'autres indications, parfois pour l'indication parfois d'agressivité, d'aspect véhément, difficile, parfois les antiépileptiques peuvent aussi diminuer ce côté un petit peu productif ou difficile chez les patients psychotiques, et donc il n'est pas rare que cette association se fasse. Mais je vais dire, ça peut être intéressant d'un point de vue thérapeutique aussi, cet effet pro-épileptogène. Ja, en nu ja. Kan u mij even toelichten wat de tijd is tot wanneer elk van deze nevenwerkingen start met optreden? Wanneer we straks naar de studies gaan kijken, gaan we uiteraard ook naar de studietijd van die studies kijken. En misschien is het wel belangrijk om te weten hoeveel tijd die nevenwerkingen ook nodig hebben om zich te manifesteren. La question porte sur l'apparition des effets secondaires et à quel moment dans l'histoire du traitement ces effets secondaires apparaissent, immédiatement ou au long cours. Tous les effets secondaires ou certains en particulier? La question concerne les effets secondaires au sens général. D'accord, les effets secondaires au sens général, ça dépend très fort. Les effets secondaires neurologiques peuvent apparaître extrêmement rapidement, parfois lors des premières prises chez les patients particulièrement sensibles. Les effets secondaires métaboliques, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Vous savez qu'on dit que certaines molécules font prendre, et je l'ai dit, plus de poids, l'épine, c'est vrai, et que d'autres se sont commercialisées avec l'idée qu'ils faisaient prendre nettement moins de poids. C'est le cas de l'aripiprazole, mais quand même, quand vous suivez des patients sous aripiprazole pendant des années, et même parfois sous des très petites doses dans des dépressions résistantes ou autres, vous voyez quand même cet effet de prise de poids qui parfois dépasse les 5, les 10 kilos. Donc je vais dire que c'est difficile à dire, ça dépend vraiment d'une molécule à l'autre. Avec l'épine, là on sait que cet effet risque d'être plus immédiat et plus massif d'emblée. Donc c'est vraiment toujours très difficile à dire. Les dyskinésies tardives, là aussi, normalement, c'est chez les patients qui ont pris des hautes doses en association. Ce que je n'ai pas dit non plus pour les dyskinésies tardives, votre question me le fait rappeler, c'est que le fait de mettre et d'arrêter l'antipsychotique, ça c'est pas bon, c'est un facteur de risque de dyskinésie tardive. Donc mettre, arrêter, donc comme si on avait une hypersensibilisation finalement des récepteurs à force de mettre et d'arrêter. C'est décrit dans les facteurs de risque. Vandaag gaan we het ook hebben over stoppen van antipsychotica, deprescribing. Vanuit farmacologisch standpunt, met welke effecten moeten we rekening houden wanneer we wensen te stoppen met antipsychotica? La question concerne l'arrêt du traitement. Est-ce qu'il y a des mesures particulières à prendre pour tous ou pour certains dans l'arrêt du traitement? D'accord. Les mesures à prendre lors de l'arrêt du traitement, oui, et ce qui est question corollaire à la vôtre, merci de la poser parce que c'est tellement important, lors de switch, et ça, les psychiatres ne prennent pas suffisamment en considération, c'est-à-dire qu'on a vu que, par exemple, dans les atypiques, on avait des poires et des pommes, mais vous imaginez bien qu'il y a des switches qui vont être, ou des arrêts qui vont être beaucoup plus compliqués que d'autres. Arrêter l'aripiprazole, pratiquement, ça va être assez facile. Pourquoi? Puisque vous avez une molécule qui a une très longue demi-vie 72 heures. Donc l'état d'équilibre, c'est 15 jours. Donc ça veut dire que lorsque vous allez l'arrêter, il va diminuer tout doucement pendant plusieurs semaines. En plus de ça, il n'a pratiquement pas d'affinité anticholinergique, antihistaminergique. Donc il n'y a pas de rebound cholinergique ou histaminergique qui risque de se passer. Par contre, arrêter
Le Zyprexa, l'olanzapine, ah ben ça c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce que là, la demi-vie est plus courte, donc il va diminuer beaucoup plus vite. En plus de ça, vous risquez d'avoir un rebound histaminergique et cholinergique, et donc le patient va être plus agité, va moins bien dormir, va avoir des troubles gastro-intestinaux. Et lors de switch, même chose. Hein. Lorsque l'aripiprazole est arrivé sur le marché, on nous a dit, les patients qui prennent trop de poids sous l'olanzapine, mettez-les sous aripiprazole, ça va régler l'affaire. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'était comment faire. Et donc, le patient qui avait 10, 15, 20 mg d'olanzapine, en une semaine, il se retrouvait sans olanzapine et on mettait l'aripiprazole qui prenait immédiatement le relais. Qu'est-ce qu'on a vu paraître? On arrivait dans le service, une semaine après, les infirmiers nous disaient « Mais t'es sûr qu'il fonctionne ton aripiprazole? Le patient, il ne dort plus, il est agité. » En fait, ça ne pouvait pas fonctionner puisqu'il y en avait un rebound cholinergique et histaminergique qu'on n'avait absolument pas anticipé. Donc tout ça doit être pris en compte lors de l'arrêt, le profil réceptologique et la demi-vie des molécules, mais aussi lors de switch, et ce qu'on ne fait pas suffisamment. Oui, merci. Laatste vraag. Bij de tweede generatie antipsychotica heb u daar die 2 antagonisten, maar ook de partieel agonisten. Vindt u vanuit farmacologisch standpunt of vanuit klinisch standpunt dat die eigenlijk een eigen aparte groep verdienen, of horen die daar thuis? Par rapport aux antipsychotiques de seconde génération, est-ce que tu peux dire quelque chose sur l'aspect antagoniste des deux et agoniste partiel dopaminergique? Et est-ce qu'il y a là-dedans des différences? Entre l'effet agoniste partiel des deux et l'effet antagoniste dopaminergique. Non, enfin, c'est clair qu'à l'heure actuelle, c'est surtout l'aripiprazole qu'on utilise. Maintenant, il y a la cariprazine qui arrive, qui a un profil réceptologique un peu différent, notamment au niveau des D3, qui aurait une affinité plus importante, notamment par rapport au D3 qu'au D2, environ 10 fois plus importante que l'aripiprazole, par exemple. Donc, mais je n'ai pas d'expérience du tout sur le plan clinique, donc j'attends de l'utiliser pour me faire vraiment une idée. C'est aussi là une molécule qui, sur d'autres récepteurs, comme les récepteurs histaminergiques, n'a pas d'affinité. Donc, j'attends de pouvoir utiliser pour me rendre vraiment compte de ce que ça va donner, mais je n'ai pas d'autres expériences qu'avec l'aripiprazole, en tout cas pour l'instant, par rapport au phénomène d'agonisme-antagonisme partiel. Ok. Dan nog een vraag uit de jury. Encore une question du jury. Merci. Svetlana Cholokova, Mutualité chrétienne. À la fin, vous avez parlé des indications. Je voulais demander si ça concerne tout public ou il y a des restrictions d'âge. Donc, est-ce que c'est les indications tout aussi pour enfants et adultes ou uniquement pour adultes? Ce sont les indications qui sont rapportées. Quand il y a des indications spécifiques chez les enfants, alors ça a été noté. Donc, dans les indications, je les ai reprises quand ça a été noté. Merci. Ja, Bram. Ik heb eigenlijk nog een vraag voor professor Van der Kastelen. Zijn er indicaties in de cijfers van het RISIF dat er lagere dosissen worden voorgeschreven of dosissen aan mensen die geen psychiatrische hospitalisaties of niet bij de psychiater geweest zijn? Ik vraag het in het kader van de vraag naar of het vaak voor slaapstoornissen worden gegeven. In antwoord op uw vraag vermoedelijk wel, maar we hebben nu de studie niet doorgedreven tot dat detail van de dagdosis of dosis voor de slaapstoornissen, zoals u vermeldt. Maar vermoedelijk wel. Dat vraagt toch wel een aparte studie om zich werkelijk in detail te smijten op dit soort van dosisaspecten in een grote databank. Maar het antwoord op uw vraag is waarschijnlijk ja. La toute dernière question alors. Je voudrais encore profiter. La forme retard, le profil de tolérance par rapport aux comprimés. Pour les formes retard, le profil de tolérance est fort semblable au niveau des comprimés, heureusement d'ailleurs, puisque c'est quand même... on peut quand même se baser sur l'expérience qu'on a avec le patient sur la forme orale pour passer sur la forme retard.
Un des grands avantages, c'est évidemment qu'on gagne en temps de rechute. Hein. Et au plus, la forme retard est longue dans le temps, au plus on a du temps devant soi lorsque le patient arrêterait, par exemple, de venir faire son injection. Et on voit clairement que les rechutes sont différées. L'habitude de dire un patient, parce que comme je le disais tout à l'heure, hein, donc on peut danser sur sa tête, faire tout ce qu'on veut. Si on ne bloque pas les récepteurs dopaminergiques des deux, le patient va rechuter, si on est dans la schizophrénie. Le patient prend son traitement sous forme orale, il arrête de prendre son traitement, on dit classiquement, on a 2-3 mois devant soi quelque part pour que les choses commencent à se passer moins bien. Il arrête une forme retard administrée tous les mois, on a environ 6 mois devant soi, 6 mois à 9 mois. Il arrête une forme qui est administrée tous les 3 mois, on a en général 1 an et demi pour voir le temps devant soi. Et avec la forme d'un 6 mois qui va paraître, je ne sais pas combien de temps, mais les données seront intéressantes de voir au niveau naturalistique. Okay. Vous jouez encore le doigt de Pierre Drilsma, qui est membre du jury. Oui, c'est une question aussi bien pour le groupe Biblio que pour le professeur Constant. C'est est-ce qu'on a une idée de l'admission aux urgences de gens qui ont des effets secondaires des antipsychotiques pour lesquels il n'y avait pas, non, dans les conditions de la conférence de consensus, c'est-à-dire non donné pour des pathologies psychiatriques sévères? Moi, je n'ai pas de chiffres. Je ne sais pas si au niveau de l'INAMI, on a pas. Mais ce serait effectivement intéressant de documenter cela. Donc, on va poursuivre notre conférence avec... Pardon.